BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Le Club de la Bourse, comme chaque jour, pour commenter l'actualité, les grands thèmes qui font bouger les marchés et vivre cette clôture parisienne. En plateau avec moi, Gilles Ménard, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Et Cyril Genelet pour CPR Asset Management, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder cette petite heure d'expertise sur le monde des marchés financiers. Comment est-ce que vous appréhendez, et l'un et l'autre, ce marché? On l'a vu quand même considérablement souffrir, focalisé sur deux événements qu'on va peut-être commenter. Et puis là, voilà, ce petit rebond, qu'est-ce qui explique que d'un seul coup, Gilles, par exemple, les investisseurs aient décidé de changer de fusil d'épaule? Ce qui est très étonnant, c'est qu'effectivement on a eu un mois de mai qui avait commencé un peu brutalement, puis qui s'est plutôt bien terminé, alors que l'échéance se rapprochait, donc en l'occurrence le référendum britannique. Et depuis quelques jours, on sent que les investisseurs se sont clairement mis en mode, ce qu'on appelle dans notre jargon risk-off. Donc ils ont commencé à positionner leur portefeuille dans la perspective de ce référendum. Et on le voit, le niveau de cash a clairement monté dans les portefeuilles. Les flux on a clairement vu des flux vendeurs actions européennes. Voilà, on a clairement un positionnement, les taux corps rallye. Enfin, on est vraiment dans un préparatif à un événement qui est malheureusement binaire, donc sur lequel il est très compliqué de se positionner. Mais le marché semble avoir choisi un camp qui est plutôt de se préparer à une sortie qu'un remain. Ça veut dire, Cyril, qu'à 4150 en gros, on est au prix du Brexit sur les indices? Non. En fait, comme le disait Gilles, les investisseurs se sont positionnés, là, ils ont acheté beaucoup de protection. Ils n'ont pas forcément vendu directement des actions, ou pas forcément vendu des indices. Je pense qu'ils ont acheté plutôt des puts pour se protéger contre un Brexit et être couverts en cas de baisse. Aujourd'hui, on le voit bien, on a fait 2-3 séances à -2, -2,5. Là, on prend une séance à plus 1,8. On est dans un gros événement qui va entraîner beaucoup de volatilité, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Le vrai prix aujourd'hui, s'il y a un Brexit, on sera entre 15 et 20% plus bas, je pense, aujourd'hui sur tous ces indices. 15-20%, c'est aussi votre sentiment? Alors c'est compliqué. Effectivement, on a clairement pas fait l'intégralité du chemin si le Brexit se confirme. On observe juste que, alors c'est toujours facile, on fait toujours beaucoup de rétrospectives, mais on a regardé pendant l'épisode qui nous semblait, en tout cas c'est des choses qui ont été faites chez nous, l'épisode qui nous semblait le plus se rapprocher, c'était la crise grecque, mais c'était pas tout à fait pareil, parce que là on parlait véritablement d'explosion de la zone euro. C'est pas tout à fait, on n'en est pas tout à fait là aujourd'hui, et on avait des corrections qui s'apparentaient à ce qu'on vient de vivre, donc que ce soit sur les taux corps, que ce soit sur les equity, sur la devise aussi, sur la devise européenne. Donc voilà, on a fait déjà une partie du chemin. On est assez d'accord, effectivement. On n'a clairement pas fait l'intégralité du chemin, et il reste encore du potentiel de baisse si ça se vérifie. Aujourd'hui, on a fait une partie du chemin, effectivement. La question que tout le monde se pose sur ce fameux Brexit, c'est de savoir qui va le plus souffrir, entre guillemets, ou qui peut le moins souffrir de cet état de fait, du nouvel peut-être état de fait. Est-ce que c'est la Grande-Bretagne qui a le moins à souffrir de la sortie de l'Europe, ou est-ce que c'est l'Europe qui a finalement le moins à souffrir de la sortie de la Grande-Bretagne? Alors nous, ce qu'on pense, c'est que surtout la devise anglaise, donc la livre sterling, qui va commencer à corriger dans un premier temps, et évidemment la zone euro aussi va être impactée de façon extrêmement violente. Après, les actions anglaises en change couvert, je pense qu'elles souffriront moins que les actions zone euro. Jusqu'à présent, d'ailleurs, c'est pour le moment le cas. C'est-à-dire que le FTSE se comporte beaucoup mieux que la quasi-totalité des indices européens. C'est votre sentiment aussi à la française? Oui, alors l'idée, c'est de dire que quand même que les investisseurs là ont clairement là aussi positionné un portefeuille sur les actifs UK. On l'a vu sur la devise, sur les actions UK. On a vu quand même des mouvements assez significatifs. Je suis pas un spécialiste sur les questions qui va souffrir le plus. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, il est clair qu'il y aura une contagion à l'ensemble, enfin aux deux camps. Après, est-ce qu'il y a c'est toujours difficile de mesurer à quel point le positionnement a été ajusté pré-événement, et dans quelle mesure l'impact, quelle sera l'ampleur de l'impact après. Du coup, aujourd'hui, comment se positionne-t-on
sur un portefeuille, sur une stratégie? Est-ce qu'on arrive à se projeter post-événement, ou est-ce qu'on en est réduit finalement à circonscrire un petit peu les dégâts en se disant bon bah voilà, maintenant je vois à peu près comment je suis positionné et on va attendre que ça passe? Est-ce qu'on arrive à construire une stratégie un petit peu à plus long terme? Oui, enfin, à plus long terme. Là, on vise quand même le 23 juin et les résultats juste après le 23 juin. Si on se positionnait vraiment à très long terme, au final, le Brexit, ça va être un micro-événement qui va perturber les marchés parce qu'on va rentrer dans de l'incertitude. Plus l'incertitude va disparaître, plus on va revenir vers du rationnel. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui pour protéger les portefeuilles, c'est faire des straddles, donc des stratégies optionnelles qui vous permettent de bénéficier de grands mouvements, que ce soit à la hausse ou à la baisse, sur les différents marchés. Donc le pire, entre guillemets, quand on a ce genre de stratégie, c'est s'il ne se passe strictement rien. Si les marchés ne bougent pas, à ce moment-là, vous perdez la prime que vous avez investie. C'est ça. On arrive à dessiner un petit peu plus loin, à se projeter, parce qu'on se dit effectivement que là, il y a une espèce de gros focus, mais que finalement, ce sera peut-être un petit caillou sur le chemin des marchés dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques... Ça, c'est incontestable, si ce n'est qu'effectivement, je pense que les investisseurs ont une vision plus court, moyen terme que peuvent l'avoir par exemple des chefs d'entreprise qui investissent, qui font des projets sur des très longues périodes. Donc difficile. Nous, ce qu'on a fait à la française, c'est qu'on a stressé les portefeuilles. On a essayé de voir un petit peu comment les portefeuilles étaient positionnés en fonction de leurs caractéristiques propres et des cadres de gestion. On a essayé de stresser ça en fonction de scénarios plus ou moins stricts pour essayer de voir comment réagissaient les portefeuilles. Et à partir de cet état de fait, sachant que bien évidemment ce sont des données quantitatives dont on sait pertinemment qu'elles ne reflèteront pas la réalité de ce qui se passera le jour de l'événement. Néanmoins, donc, par exemple, en les recomparant à ce qui s'était passé sur la crise grecque. Exactement. On va stresser ça sur des épisodes comparables ou en stressant avec des scénarios, des hypothèses que l'on détermine préalablement. Et à partir des résultats de ces stress tests, on va adopter une posture en disant bah voilà sur certains types de portefeuilles, voilà comment on souhaite être positionné dans cette configuration là et voilà. Et ce qu'on a le message chez nous qui a été donné, je dirais, aux équipes de gestion, c'était de dire sur les fonds qui sont benchmarkés, on a des niveaux de risque qui sont assez comparables aux indicateurs de référence de ces fonds. En revanche, pour les fonds qui ont une approche plus prudente de préservation du capital, on a clairement et déjà depuis un petit moment, c'est des choses qu'on a faites depuis je dirais un mois et demi à peu près, on a clairement réduit la valeur du portefeuille. Pour vous donner un ordre d'exemple, sur un fonds flexible plutôt prudent aujourd'hui, on a fait varier notre exposition action entre 20 et 35 depuis la fin du mois de février, et aujourd'hui on est plutôt sur un niveau de 25. Donc on est plutôt dans la partie basse. Voilà, un peu de tactique, mais quand même plutôt une tendance à être assez prudent sur cette. Donc voilà. Vous avez aussi chez CPR ajusté un petit peu les. On a mis principalement des positions optionnelles. On a réduit le risque évidemment. Plus on va arriver près du Brexit, moins on sera exposé en action, parce qu'on ne veut pas prendre le risque d'un choc. On trouve que c'est un risque qui est un petit peu dissymétrique, parce que si le Brexit se réalise, il va y avoir une baisse extrêmement marquée des marchés. En revanche, s'il ne se réalise pas, c'est vrai qu'il va y avoir un rebond, mais le rebond sera de moindre amplitude par rapport à la baisse qu'on pourrait avoir en cas de Brexit. Alors, je ne sais pas si je suis clair. Merci. Donc du coup, comme c'est un peu dissymétrique, on va se positionner plutôt de façon prudente pour essayer d'amortir le choc et mettre beaucoup de positions optionnelles qui vont nous permettre d'amortir au fur et à mesure et de façon mécanique le choc qu'on pourrait avoir avec un Brexit. Mais pas tellement, on va dire, d'arbitrage, de réduction de part action. On a acheté, par exemple, des mines d'or dans les portefeuilles. Mine d'or, c'est un des seuls actifs aujourd'hui qui est bien décorrélé avec les actifs actions et qui varie plutôt à la hausse lorsque les marchés sont stressés, vont à la baisse, et qui jouent vraiment leur rôle de valeur refuge. Encore une fois, on a mis des positions optionnelles, on a remonté un petit peu notre sensibilité obligataire, même sur les niveaux actuels. On a vu que le Bund, là, hier, a cassé le fameux 0, donc le 10 ans allemand, et a enfin coté en négatif. Et pourtant, on en a encore dans les portefeuilles parce qu'on pense que c'est une belle valeur refuge en cas de réalisation du Brexit. Sinon, il n'y a strictement aucun intérêt à acheter une dette à 10 ans sur des rendements négatifs. Est-ce que justement, aujourd'hui, lorsque l'on a envie de piloter son investissement, son portefeuille, sa stratégie, son allocation, est-ce qu'on est gêné, par exemple, par l'activisme de la Banque Centrale Européenne qui est venue aussi ramasser, après avoir compressé le souverain, elle vient vendanger un petit peu sur le corporate depuis quelques jours. Est-ce que ça commence à avoir des effets que vous identifiez et qui soit sont favorables, soit sont gênants, en vous forçant par exemple à prendre plus de risques, à dégrader un peu la qualité, même si on a vu qu'elle aussi avait un spectre d'analyse qu'on avait peut-être jugé moins large au départ?
Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, il y a une torsion en fait des équilibres, enfin des fondamentaux, des équilibres naturels. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui le niveau des taux, il est pas tout à fait, enfin sur les taux corps européens, sur un boom à zéro, voire en territoire négatif, on n'est pas tout à fait cohérent par rapport aux anticipations d'inflation et de croissance de la zone. Donc bien évidemment, il y a des torsions, il y a des distorsions de marché. Les achats banques centrales sont clairement effectivement pour partie à l'origine de ces distorsions. Et puis ça crée aussi des mouvements les investisseurs ont tendance à se positionner, à chercher ces zones. La recherche frénétique de rendement, elle amène aussi des comportements un peu moutonniers où on va chercher. Sur le crédit, ça peut être aussi ce type de comportement où on voit que on a eu clairement des flux entrants assez significatifs sur le crédit corporate européen, notamment sur la partie investment grade, avec le démarrage du programme de la Banque centrale européenne d'achat d'actifs. Ça vous gêne, vous, ou pas, cet activisme de la BCE ? Comme on dit, lorsqu'elle a fait l'annonce, on a vu des mouvements assez significatifs, notamment sur l'investment grade, et à partir du moment où elle va commencer à acheter, en tout cas si il se passe exactement ce qui s'est passé sur les taux l'année dernière, on va voir les taux commencer à remonter. Donc en dépit des achats, les taux remontent et donc les prix baissent. Donc c'est vrai que nous on n'est plus trop positionné aujourd'hui sur l'investment grade. On préfère aller soit sur des actions plus rémunératrices, soit sur du haut rendement, mais là du haut rendement américain, où on trouve que le risque est bien rémunéré. Parce qu'on est encore avec des coupons qui vont entre 7 et 8%, avec un risque sur le pétrole qui a beaucoup diminué, notamment avec la remontée, on est passé de 25 à 50. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la santé financière des sociétés exploitatrices de gaz de schiste aux États-Unis, elle préoccupe beaucoup moins les marchés. Donc on va plus aller chercher ce genre de rendement qu'aller sur de l'investment grade. On va le laisser plutôt à la Banque centrale. Voilà pour le premier regard sur ces quelques sujets. On va bien évidemment aussi parler réserve fédérale américaine. Ce sera dans un instant. On continue ce club de la bourse juste après avoir tourné la page de la clôture à la Bourse de Paris. Allez, dans quelques secondes, la clôture à la Bourse de Paris. On va regarder tout cela, notamment en compagnie de Xavier Robert pour Odo. Xavier, voilà, du vert, même si on a peut-être un petit peu appuyé sur le frein. On va notamment manquer un retour au-dessus des 4002. On a manqué effectivement un retour au-dessus des 4002. Les volumes ne seront pas aussi extraordinaires que ça aujourd'hui, en tout cas moins actifs qu'hier, mais largement au-dessus de la norme qu'on a connue ces derniers temps, avec un marché extrêmement calme et qui était resté calme plutôt dans la forte baisse qu'on a connue depuis la fin de la semaine dernière. Mais en tout cas, effectivement, comme je le mentionnais tout à l'heure, un marché assez homogène aujourd'hui, même s'il a tendance à revenir en toute fin de journée, avec des secteurs en moyenne en hausse entre 0,5 et 1,5%, sauf Basic Resources bien sûr, mais qui concerne assez peu la France, qui prend lui pratiquement 4% aujourd'hui. Voilà donc pour le regard général. Du côté des secteurs, on a vu que ça pêchait du côté de l'automobile notamment. Oui, du côté de l'automobile, il y a eu effectivement pas mal de rebonds. C'est un secteur qui avait pas mal souffert, mais aujourd'hui, si au final on regarde en fin de journée, Renault est quasi flat pour l'instant. Peugeot, c'est également le cas. Seules les valeurs dans d'autres pays comme l'Allemagne, bien évidemment, sont en hausse légèrement supérieure. Il y a une communication notamment de la part de Volkswagen aujourd'hui. Ça restera un secteur qui devrait être impacté comme beaucoup d'autres par le Brexit. Et il y a encore beaucoup de prudence. On se rapproche quand même grandement de la date fatidique du 23 juin qui devrait pouvoir donner une direction, ou en tout cas d'une forte volatilité au marché. Bon, et puis il y a ce dossier Zodiac qui a émaillé une bonne partie de l'après-midi avec là encore une fluctuation assez nette, 12% de hausse. Ça a émaillé une très grande partie de l'après-midi, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc la lettre de l'expansion parle d'une offre de Safran potentielle à 30-35 euros par titre. D'après Reuters, ce rapport serait incorrect. Donc on a une grande volatilité sur la valeur qui prenait déjà une dizaine de pourcents ce matin suite à la très bonne publication de chiffre d'affaires Q3 qui était sortie largement supérieure aux attentes en termes de croissance organique, qui avait été assez rassurante, notamment du côté de l'activité siège qui causait des problèmes. D'ailleurs, à l'instant, Zodiac dit officiellement qu'ils n'ont pas reçu d'offre pour l'instant concernant leur action, donc ça devrait encore bouger au fixing. En tout cas, ce qui est intéressant à mentionner, c'est la forte volatilité sur Zodiac et le prix potentiel mentionné est quand même assez élevé à 30-35 euros. Bon, c'est quelque chose qui devrait être à suivre. Le titre Safran a assez peu
réagi pour l'instant sur la news. Il est vrai que ça devrait rester en tout cas très volatile dans les prochains jours, mais vers les 20 euros, il y a un vrai débat sur Zodiac entre ceux qui imaginent qu'un bid de la part de Safran est inévitable à moyen terme et ceux qui imaginent que la situation devrait rester compliquée en termes organiques pendant les prochains mois à venir et que la société n'est pas encore sortie de l'auberge et ses problèmes de retard sur la livraison des sièges. Bon, en tout cas, on a vu effectivement un petit moment de tension en fin d'après-midi, là, il y a une demi-heure, une heure, sur ces deux titres. Grosse envolée de Zodiac et gros plongeon de Safran. C'est en train de rentrer un petit peu dans l'ordre, même si les variations seront certainement significatives en fin de séance. On le verra. Pour l'instant, la clôture provisoire de la Bourse de Paris, plus 1,16%. Petit détour aussi du côté de New York. Sabrina Coelhodzi. Là, c'est du vert également. On est peut-être un peu moins fringant que ce qu'on offre à Paris. Oui, ça s'essouffle d'ailleurs même. Si on regarde sur les trois indices américains, on ne prend plus que 0,2%. On réduit de moitié les gains. 17 712 points pour l'indice Dow Jones. Le S&P 500 prend 0,2%. Le Nasdaq ne grimpe plus que de 0,1%. 4 850 points. Une séance marquée par la publication de plusieurs statistiques. On a eu la production industrielle. Elle a reculé de 0,4%. Les chiffres du mois précédent ont été révisés en légère baisse. Les prix à la production également publiés ce matin pour le mois de mai. Toujours, c'est une baisse, c'est une hausse de 1,4%. Mais le core PPI de son côté est en léger repli. On a eu enfin l'Empire Manufacturing qui mesure l'activité manufacturière dans la région de New York. Là, une bonne nouvelle plutôt puisque on assiste à une nette amélioration sur le mois de juin. Les valeurs qui se distinguent, on a les financières qui avaient bien reculé sur les précédentes séances. Vous avez American Express qui grimpe d'1,2%. Goldman Sachs plus 0,9%. Le compartiment pétrolier, on continue de garder un œil avec la publication des stocks hebdomadaires de pétrole en baisse. Les valeurs du secteur en léger repli, moins 0,1%. Enfin, Twitter qui fait de la résistance après avoir quand même bien grimpé, bien reculé depuis un certain temps. Là, ça fait 3 jours que le titre affiche des progressions de plus de 5% dans le sillage du méga deal entre LinkedIn et Microsoft qui relance des spéculations sur la prochaine cible de M&A. Twitter qui parallèlement a annoncé un investissement de 70 millions de dollars dans une plateforme de streaming SoundCloud. Le titre Twitter plus 6%, $16,26. Voilà donc pour le regard sur cette séance américaine. Sabrina Coelhodzi depuis New York. Du côté de Paris, 39 des 40 valeurs de l'indice vont certainement terminer la séance dans le vert. Le petit canard qui fait bande à part, c'est Michelin qui abandonne 0,68%. On va voir s'il y a de tout derniers arbitrages au moment du fixing dans un instant. Pour le moment donc, un euro-dollar à 1,1244. Un pétrole à 49,68 pour le Brent de la mer du Nord. Et un marché parisien donc qui termine dans le vert. Ce soir, attention au volume de transactions qui a été un petit peu moins étoffé que ces derniers jours. On devrait rester probablement autour des 3,6 milliards à l'instant pour une hausse qui se limite à 1% seulement. 4171 points au plus haut de la journée. On a touché les 4204 points, mais on n'a pas réussi à transformer l'essai au-dessus de ce seuil des 4002. Ailleurs en Europe, une hausse d'1,34% pour l'Eurostoxx 50. Les plus fortes hausses à Paris de l'ArcelorMittal, plus 4,36. On est à 4,52 €. Du Vivendi, plus 3,98 à 15,69. Du Lafarge Holcim, plus 2,6 à 37,31. Du côté des baisses, elles sont du coup un petit peu plus nombreuses dans les tout derniers arbitrages. Il y a Michelin, moins 0,8, 86,55. Il y a Renault, moins 0,26, 74,13. Et AXA, moins 0,13 à 19,27. Citons également en baisse Orange et Clépierre. Et ce sera tout pour les valeurs de l'indice. Hors CAC, toujours Zodiac, qui donc affiche une progression de 11,6% à la cloche, 21,28. Safran de son côté, puisque c'est une affaire entre les deux, 57,50, plus 0,84%. Parmi les plus forts reculs hors CAC 40, Lizzie, moins 4,03%. Je vous rappelle le CAC 40 qui termine donc sur une hausse d'1%, 4171 points. BFM Business, Intégral Bourse,
On refait la séance. Xavier Robert, donc toujours en ligne avec nous depuis Odo, et puis en plateau, deux experts, Gilles Ménard et Cyril Genelet. Xavier, juste un petit regard sur cette clôture. Finalement, voilà, gros coup de frein, 1%, on sauve l'essentiel. Ouais, on sauve l'essentiel. On a bien vu que c'était une séance vraiment de rebond assez drivée par les futurs après une forte baisse de marché, une conviction pas très poussée, que ce soit par valeur ou que ce soit par secteur. C'était vraiment quelque chose d'assez global, que ce soit en Europe ou en France de manière générale. Donc peu de conviction, des volumes assez étoffés au final, quasiment milliards au fixing. Donc on termine en haut de la fourchette que je vous avais mentionné tout à l'heure, donc à 3 milliards 6. Intéressant quand même de mentionner une grosse activité donc sur Zodiac, sur EDF notamment, sur lesquels il y avait ou sur Michelin, sur lesquels il y avait un petit peu d'activité, mais sinon dans l'ensemble une journée qu'on peut considérer comme étant assez macro, comme on dit. Oui, justement, malgré tout, hier on avait presque eu un petit sentiment peut-être pas de sell-off, le mot est peut-être un petit peu fort, mais il n'y avait pas de secteur ou de thématique qui se dégageait. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, à part ces trois valeurs, est-ce que vous avez regardé plus certaines variations sectorielles? Non, il n'y a pas véritablement encore de thématique qui peut ressortir. De toute façon, ça devrait rester à ce niveau-là extrêmement volatile, assez dur de vouloir ressortir des thèmes avant le Brexit, avant le 23 juin. Et puis même, il y a d'autres événements qui seront assez importants, comme les élections espagnoles par exemple. Mais donc pas véritablement. On sent qu'il peut exister des valeurs qui pourraient avoir une certaine envie de rebondir. On pense à Airbus notamment, on pense à des valeurs comme Rexel ou comme Forestia, mais on n'a pas de thématique sectorielle véritablement évidente dans ces fortes journées de variations qui sont encore une fois très drivées par les futurs. À noter quand même, comme je le mentionnais tout à l'heure, mais qui concerne encore une fois assez peu la France, le secteur des Basic Resources, qui lui termine en hausse de 3,65%. Donc là, il y a véritablement une volatilité très forte, mais on commence à être habitué maintenant. Juste, vous avez cité trois dossiers. Michelin, on en a dit un mot en pré-clôture, on va dire, Zodiac également, EDF, le regard que vous portez chez Odo? EDF, le regard qu'on porte chez Odo, c'est que la décision qui est tombée tout à l'heure de la part du Conseil d'État d'annuler la hausse des tarifs de seulement 2,5% de 2014 et qui maintenant renvoie en fait, on va dire, le gouvernement auprès de sa copie qui doit revenir dans les 3 mois avec quelque chose de supplémentaire. C'est quelque chose qui était attendu. Les bases juridiques du 2,5% seulement de la part de l'État français étaient assez faibles. Donc on s'attendait à voir le Conseil d'État pouvoir overrouler cette décision. Mais maintenant, on se retrouve dans une situation où il va peut-être pouvoir se passer des choses positives, d'autant qu'il y a eu un événement qui était quand même pas inintéressant à mentionner, même si c'était petit, et qui a eu lieu plutôt sur la journée d'hier. C'était le bid de Total sur la société franco-belge Lampiris, qui va devenir donc le deuxième compétiteur de Total sur le marché des particuliers de l'énergie, de l'électricité en France, avec Direct Énergie. Et donc dans ces conditions, à partir du moment où l'environnement concurrentiel de manière générale a plutôt tendance à s'accélérer, de manière contre-intuitive, on pourrait imaginer que le gouvernement français aurait plutôt tendance à vouloir relâcher la bride sur les tarifs réglementés d'EDF, étant donné que la concurrence va être là de manière plutôt naturelle. Voilà donc ce regard. Merci beaucoup Xavier. On vous laisse à ce fixing bien évidemment et aux derniers arbitrages du côté d'Odo et compagnie. Et nous on revient en plateau avec Gilles Ménard et Cyril Genelet. Juste voilà, cette nervosité des marchés, ces allers-retours, effectivement cette manque de thématique, à chaque fois c'est vraiment du dossier par dossier, on ne sent pas de véritable engouement ou de décision pour le moment, beaucoup de prudence, d'aversion au risque, de mobilité, c'est un petit peu les maîtres mots du marché en ce moment. Ça fait un certain nombre de mois et on pourrait presque dire presque d'années où effectivement on observe quand même des allers-retours assez rapides, assez violents. On l'a vu l'été dernier, on l'a vu en début d'année. Je pense que les investisseurs sont devenus de plus en plus vigilants et clairement avec une approche un peu plus court-termiste très probablement, compte tenu, comme on le disait tout à l'heure, des fondamentaux qui sont certes ceux que l'on connaît, mais aussi des événements un peu extérieurs au fonctionnement naturel du marché qui viennent également un peu tordre le bras aux équilibres naturels. Un petit mot aussi sur le contexte des fusions-acquisitions. Alors on va pas, Xavier nous l'a fait très très bien là pour nous faire le pitch sur l'affaire Zodiac Safran. On va pas non plus s'intéresser au cas précis de Microsoft et de LinkedIn par exemple, mais on a vu dans les propos tout à l'heure de Sabrina Coelho que Twitter était très entouré depuis quelques heures. Qu'est-ce que ça nous dit
en termes presque macroéconomiques, ces fusions-acquisitions qui, après un début d'année un petit peu léger, c'est vrai qu'on avait eu un gros poids en 2015, sont en train de revenir. Est-ce que ça nous dit quelque chose des conditions de marché, des conditions de cycle, des conditions de crédit, enfin, comment est-ce que vous percevez les choses? J'ai l'impression que c'est un peu rassurant. C'est un peu rassurant parce que ça fait des années que les entreprises ont du cash et qu'elles utilisent ce cash pour faire du share buyback, pour racheter leurs propres actions au lieu d'essayer de s'étendre, au lieu d'essayer de viser d'autres entreprises. Donc, et que parfois même certaines empruntaient pour racheter leurs actions. Quand on a des taux négatifs, ça devient presque intéressant. Ouais. Et c'est vrai que les justifications qui étaient données, c'est on ne trouve pas de meilleure entreprise que les nôtres, donc on préfère racheter nos propres actions. Là aujourd'hui, apparemment, les entreprises trouvent d'autres entreprises beaucoup plus intéressantes et semblent aussi plus rassurées. Alors c'est un peu paradoxal dans un contexte de Brexit. Elles semblent plus rassurées pour commencer à faire des fusions-acquisitions et commencer à investir dans d'autres entreprises. Donc c'est rassurant. Ouais, c'est juste rassurant, ou est-ce qu'il peut y avoir une thématique de fin de cycle, parce que souvent on nous dit oui, mais quand ça y est, ça accélère comme ça, c'est que c'est une fin de cycle. Alors, est-ce qu'on est en train d'accélérer? Je ne sais pas, mais en tout cas je suis assez d'accord avec Cyril. Effectivement, je pense qu'il y a un côté, les entreprises perçoivent aujourd'hui un peu plus d'intérêt à aller investir. Je dirais que l'étape suivante, ce serait effectivement de revoir des thématiques de reprise d'investissement, en fait, qu'aujourd'hui on ne voit pas, mais c'est peut-être effectivement un premier pas pour aller vers quelque chose. Le dramatique, c'était quand on rachetait ses actions. Maintenant, c'est mieux parce qu'on rachète celle du copain, et puis bientôt on investira, c'est ça? Bon, on va croiser les doigts. Ce serait plutôt de bon augure. Allez, on marque une petite pause et puis on revient au cœur de ce club de la bourse. Je rappelle la clôture parisienne, plus 1%, pardon. Oh là là, je m'emballe. 4171 points. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Gilles Ménard pour la Française AM et Cyril Genelet pour CPR Asset Management sont les invités du club de la bourse pour terminer cette session du jour. La réserve fédérale américaine, dans quelques heures, on aura, pas le verdict parce que celui-là il fait quasiment pas de doute, mais au moins l'explication de texte de Janet Yellen. Qu'est-ce que vous attendez, parce que c'est un peu à ça qu'on joue généralement avec les banquiers centraux, dans la bouche de Janet Yellen? On était très habitués de ce côté-ci de l'Atlantique grâce à Jean-Claude Trichet à surveiller des mots-clés. Est-ce que là il y a des mots-clés que vous attendez dans la bouche de Janet Yellen? Alors, en fait, on va surtout attendre l'ambiance générale du discours. Et on a été assez échaudé en fait par la dernière intervention d'Yellen, dans la mesure où son discours a été jugé particulièrement dovish par les marchés. Et après, quand on a eu les minutes du FOMC, on a vu que c'était beaucoup plus au quiche. Donc on pensait qu'elle n'allait pas forcément remonter tout de suite. Et en lisant les minutes et en entendant après d'autres déclarations, c'était beaucoup moins clair. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que la Réserve fédérale est un peu perdue. Que d'un côté, elle regarde l'économie, que l'économie ça va. Je mets de côté le dernier chiffre de l'emploi, on a eu un mauvais chiffre à 30 000, avec un écart type d'erreur dans ses prévisions qui est à peu près de 150 000. Donc en réalité, il pourrait être à 180 ou à moins 120, on ne sait pas réellement où il est, on sait juste qu'il est un peu plus faible que les autres, et qu'on est quasiment au plein emploi aux États-Unis, donc ce qui est plutôt normal. Donc si on met ça de côté, on a l'impression qu'Janet Yellen voit cette économie, a envie de remonter les taux, et elle regarde les marchés, elle regarde l'impact que ça pourrait avoir à la fois sur les émergents et sur le dollar, et elle n'ose pas le faire. De l'autre côté, il y a nous, les investisseurs. On regarde le capitaine du bateau, Janet Yellen, et on attend qu'elle nous donne une direction. Donc si le capitaine regarde les passagers et que les passagers regardent le capitaine, au final, on n'avance pas beaucoup. Et on a plutôt l'impression qu'on est en train de tourner en rond en ce moment. Mais dans les indicateurs, vous le dites, on a eu ce mauvais chiffre de l'emploi, entre guillemets, avec toutes les réserves que vous mentionnez. Et puis parallèlement, on avait celui hebdomadaire qui était le meilleur depuis les années 2000, je crois. Donc, oui, je pense que ça l'a plutôt servi comme alibi. Dès qu'il y en a un qui est médiocre, il y en a un autre qui est 2 jours ou 2 heures après qui nous dit l'inverse. Sachant qu'on peut pas non plus se fier aux chiffres parce qu'ils sont souvent révisés. Je pense que la réalité, c'est qu'elle voulait pas forcément remonter ses taux juste avant un risque de Brexit sans pouvoir forcément l'annoncer non plus. Et donc, ça va lui donner un peu d'air et un peu de temps pour remonter ses taux. Sachant qu'une remontée de 0,25 des taux américains, ça va pas casser le cycle de croissance de l'économie américaine. On reste vraiment sur de la normalisation. On est sur des taux qui sont artificiellement trop bas et ça devrait pas avoir un impact, hors impact devise et impact émergent dont je parlais tout à l'heure, ça devrait pas avoir un impact extrêmement significatif. Donc ça pourrait même être rassurant. C'est-à-dire qu'il considère que le reste du monde est prêt à supporter une hausse des taux américains et donc vous aimeriez un peu plus de clarté.
On aimerait plus de clarté, et puis on aimerait surtout qu'elle continue à remonter ses taux. Alors nous, on l'anticipait pour juin. Malheureusement, je vais pas rester sur cette ligne de conduite parce que la probabilité est passée à moins 2%. Aujourd'hui, il y a plutôt 2% des investisseurs qui anticipent une baisse des taux et 0% qui anticipent une hausse des taux. On s'est plutôt reporté sur le mois de juillet, qui nous semble un petit peu plus raisonnable, et on pense que ce serait une erreur si elle continuait à le reporter dans le temps. À la française, vous voyez les choses comment du côté de Janet Yellen, ou pareil, même question, ce que vous espérez dans son explication de texte, puisque sauf énorme surprise, il n'y aura pas de décision. Oui, effectivement, on n'attend pas grand-chose ce soir. Peut-être un discours un tout petit peu moins accommodant que les fois précédentes. Ce qui est difficile aujourd'hui, je pense, on a un discours qui est assez homogène, je pense. Ce qui est assez compliqué aujourd'hui pour nous, c'est que on a l'impression on a le sentiment que la Banque centrale essaie de préparer le marché. Et donc effectivement, il y a des allers-retours. On l'a vu après les minutes d'avril, où on avait eu un ajustement plutôt à la hausse sur les futurs de Fed Funds américain pour juin et juillet, puis finalement un chiffre d'emploi sur lequel on est absolument d'accord sur le caractère peut-être effectivement spécifique du chiffre compte tenu d'un taux de chômage. On est proche du plein emploi aux États-Unis, donc il n'est pas anormal de voir une certaine décélération dans les créations d'emplois. Donc là aussi, y accorder aussi un crédit peut-être un petit peu moins fort. Voilà, donc ces éléments-là en fait militent pour effectivement une espèce de technique de précision. On essaie de diriger les investisseurs dans la direction où on va aller. Donc aujourd'hui, effectivement, on a sur juin, il y a effectivement la probabilité quasi nulle. Juillet, elle s'est quand même réduite comme peau de chagrin. On est assez, on a tendance plutôt à reporter ça sur même un peu plus tard que juillet. En tout cas, ça c'est le message maison. Mais effectivement, comme vous le mentionniez, chaque chiffre apporte son lot d'ajustements qui peut être effectivement assez rapide et assez important dans son ampleur. On l'a vu lors des minutes du mois d'avril. Et malgré tout, face à et c'est peut-être aussi une des raisons, un des résultats de ce manque de clarté de la patronne de la Fed, on voit des marchés qui eux jouent plutôt le scénario totalement inverse entre guillemets. Quand on regarde les marchés de taux, ils nous disent mondialement en tout cas, on table sur un assouplissement monétaire. On n'est pas du tout en train de se dire oh là là. On va finir de nous retirer la perfusion, le bol de sangria et tout ce qui va avec, non Cyril ? Bon, on finit pas de le retirer, parce qu'à chaque fois qu'il y a des tombées de coupons, ils sont réinvestis pour l'instant. Donc on maintient cette liquidité. Après, c'est vrai que les marchés n'y croient pas, et les différents membres de la Réserve fédérale se sont, dans les dernières minutes, étonnés de cette faible probabilité de remontée des taux. Donc ils considèrent que les marchés n'écoutent pas ce que eux disent. Bon. En même temps, quand on les écoute, vu qu'ils se contredisent toutes les deux discours. Donc ils peuvent arranger le truc aussi en étant plus clairs peut-être dans leur anticipation. Le problème, c'est qu'ils n'arrêtent pas de se contredire. En même temps, rien n'est déjà prévu. C'est ce que ça veut dire aussi. Donc chacun a ses appétences et a ses biais. Mais c'est vrai que s'il y avait un discours un petit peu plus homogène des différents responsables des banques centrales américaines, des réserves fédérales américaines, on y verrait quand même un tout petit peu plus clair. Mais encore une fois, ça maintient vraiment l'impression que la réserve fédérale ne sait pas ce qu'elle va faire. Ce message qu'envoie le marché du crédit mondial, des taux souverains, qui joue plutôt lui un assouplissement monétaire mondial. Alors, comme le dit Cyril, l'assouplissement il est loin d'être terminé. On a encore des banques centrales en dehors des États-Unis qui continuent d'inonder le marché de liquidité. La BOJ est encore attendue, je pense, dans les prochaines semaines, prochains mois. On a des rendez-vous importants d'ailleurs cette semaine déjà sur la BOJ. Et on a la Banque centrale européenne a certainement pas fini. En tout cas, là aussi, les messages qui sont distillés par Monsieur Draghi laissent encore la porte ouverte à plein d'outils permettant de maintenir l'économie à flot et de remonter les anticipations d'inflation. Donc il est clair qu'aujourd'hui il y a une sorte de déconnexion entre le niveau des taux et les anticipations des marchés, mais il est aussi le fait d'une difficulté à appréhender, je pense, l'environnement global, qui est malgré tout, on est quand même sur une légère décélération de la croissance mondiale. Les investisseurs ont du mal à se positionner. On n'est pas sur des trends de long terme avec des inflexions très fortes. On voit que ça s'ajuste
de manière un petit peu irrégulière, et je pense que ça traduit aussi cette irrégularité. Mais on peut avoir des mouvements de taux assez rapides. Enfin, on en a eu quelques-uns il n'y a pas si longtemps que ça. Sur 30 centimes de taux, ça peut aller très très vite sur un chiffre, sur une déclaration. Donc voilà. Le contexte de marché aujourd'hui n'est pas forcément figé, gravé dans le marbre. Clairement pas. Merci beaucoup pour vos regards. On va bien évidemment terminer ce club de la bourse par un dernier petit détour par New York, ne serait-ce que parce que dans pas si longtemps que ça, on aura le verdict de cette réserve fédérale américaine et l'expression de Janet Yellen. Sabrina Quayle-Odsey, pour le moment, on est toujours un peu timoré peut-être. On est sur les 0,3 et quelques % de progression. Les marchés avec RSM, le réseau d'audit expertise et conseil qui accompagne les entreprises dans leur croissance. Sabrina, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à prendre un peu d'altitude? On attend, vous l'avez dit, on attend ce rendez-vous tout à l'heure, la fin de la réunion de la Réserve fédérale américaine, bien entendu, avec Janet Yellen, la présidente de la Fed, qui doit s'exprimer. En attendant, effectivement, on est sur une petite progression. On a réduit par rapport au plus haut niveau de la journée, 17 717 points. Le S&P 500 prend 0,3%, 2080 points. Le Nasdaq, de son côté, affiche une hausse de 0,3%, 4858 points, avec des statistiques qui était en vedette également ce matin, avec des chiffres plutôt partagés. On a eu la production industrielle qui a reculé de 0,4% sur le mois de mai, les chiffres les prix à la production, une hausse de 1,4% toujours sur le mois de mai, mais l'indice de base est en léger repli. On a également eu l'Empire Manufacturing qui mesure l'activité manufacturière dans la région de New York, une légère amélioration. L'actualité du côté des entreprises est relativement calme. On garde un œil sur les valeurs financières qui sont en belle progression après avoir pas mal reculé. American Express par exemple prend 1,4%, Goldman Sachs affiche un gain d'1,2%. Vous avez les pétrolières également que l'on continue de surveiller avec un baril de brut qui est en repli. On a eu ce matin les stocks hebdomadaires de pétrole qui ont affiché une baisse. Exxon perd 0,1%, de même que Chevron. Et puis on termine avec Twitter qui continue donc sur sa lancée avec une hausse encore aujourd'hui, belle hausse, plus 6,3%. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant grimpé sur le titre Twitter sur plusieurs séances, avec toujours des spéculations sur la prochaine cible au chapitre M&A suite à l'acquisition de LinkedIn par Microsoft. Twitter qui parallèlement annonçait hier soir un investissement de 70 millions de dollars dans une société de streaming, SoundCloud. Voilà pour l'actualité Twitter, donc 16,31 $ dans un marché qui attend Janet Yellen. Le Dow Jones plus 0,2%. Voilà donc pour les tout dernières nouvelles en provenance de New York. Effectivement, ce Dow Jones qui progresse de 0,24%, le Nasdaq plus 0,33%, le SPI plus 0,22%. À Paris, je vous rappelle la clôture ce soir, plus 1%, 4171 points. Le volume de transactions, 3,6 milliards d'euros. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu présent. Gilles Ménard pour la Française AM et Cyril Génélet pour CPR Asset Management. Bon retour dans vos foyers. Le CAC 40, 4171 points, 1% de hausse donc. Dans un instant, la suite des programmes. Demain matin, Guillaume Sommerer pour Intégral Placement. Et puis, vous avez rendez-vous demain matin dès 15h avec Intégral Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.